Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Comme chaque fois que nous recevons quelqu'un, un grand acteur du numérique pour échanger, comprendre, débattre sur des sujets qui nous concernent ou qui nous concerneront très bientôt. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élie Girard, président d'Alice et Bob. Bonjour Élie. Bonjour. Alors écoute, une première question, j'en ai beaucoup. Je sais qu'on a dit 1 heure max. Je vais le tenir cette fois. Mais d'abord, qui es-tu Élie et c'est quoi Alice et Bob ? Alors, Élie Girard, je suis président exécutif d'Alice et Bob. Alice et Bob, c'est une société qui évolue dans le domaine du quantique, plus précisément de l'informatique quantique, du calcul quantique, du quantum computing en anglais, et qui vise à construire la première machine universelle et sans erreur qui va pouvoir faire tourner des calculs quantiques. Alors, si j'ai bien compris, c'est pas toi le chercheur au CNRS. Non. Toi, tu es plutôt l'homme business qui essaie de faire qu'on passe de la recherche au concret. En tout cas, je suis président exécutif de la société, mais les personnes vraiment importantes dans l'entreprise, c'est le CEO et cofondateur, Théo Perronin, et son cofondateur qui est CTO, Raphaël Lescane. C'est eux qui, il y a 6 ans, début 2020, ont créé cette entreprise qui aujourd'hui compte plus de 150 personnes. Chaque personne étant en général un physicien d'exception. Donc on a vraiment un joyau absolument incroyable. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, dans le monde de la tech, où on dit souvent le mot tech, et puis en fait, on a souvent des choses où il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingénieurs derrière. Là, par contre, vous, c'est la majorité des gens. Enfin, c'est Ah oui, c'est des chercheurs. Ça a commencé avec des chercheurs, et c'est ça qui est magnifique à la fois chez Alice et Bob et dans l'univers quantique en général, c'est que depuis quelques années, on passe des laboratoires, donc des chercheurs, aux ingénieurs et même au business qui commence à poindre à l'horizon. Par exemple, aujourd'hui, en 2026, sur 150 collaborateurs, la part de ce qu'on appelle donc des chercheurs, des post-doctorants, des gens qui ont fait C'est à peu près la moitié. D'accord. Alors c'est intéressant, ta question est intéressante parce qu'on est exactement au moment où en fait le nombre ou la proportion de physiciens, c'est-à-dire de chercheurs, est en train de se croiser avec la proportion d'ingénieurs. C'était 100% au début. C'était 100% au début, et la proportion, non pas le nombre, mais la proportion dans l'ensemble des effectifs se réduit progressivement au profit des ingénieurs. Pourquoi ? Parce que on passe, encore une fois, de la recherche, du labo, à la construction effective d'une machine quantique. Alors, je reçois très souvent des grands entrepreneurs et des gens de l'industrie, mais assez rarement dans des sujets qui croisent autant la recherche fondamentale et des sujets que le commun des mortels a du mal à finalement entrevoir. Hein. Je veux dire, quand on parle de téléphonie mobile, Orange, c'est pas trop compliqué, j'ai un téléphone dans ma poche. Ordinateur quantique, je pense que j'ai plus souvent vu le mot quantique dans des librairies associées au mot psychologie quantique que dans le grand public, hein, j'entends, que à physique quantique où les gens finalement ne savent pas trop ce que c'est, ils manipulent un concept sans le savoir. Donc il va falloir qu'on explique un peu quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être on va repartir dans l'ordre. Créé en 2020, mais le concept d'ordinateur quantique n'est pas né en 2020. Bien sûr. Ça date de quand, cette réflexion ? D'une vingtaine d'années, vraiment. Voilà. Après, la physique quantique, elle, a 120 ans. 120 ans. Oui, mais quand est-ce qu'on s'est dit, on peut passer de la physique quantique à, tiens, on va appliquer ça au calcul et à l'informatique d'aujourd'hui, ou une nouvelle forme d'informatique, tu dis une vingtaine d'années. Je dirais de façon vraiment sérieuse, une vingtaine d'années. Mais l'apparition des premières sociétés, entreprises, start-up ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des start-up comme nous, mais il y a aussi des grands groupes, qui investissent, des GAFAM, qui investissent dedans directement. Qui investissent dedans. Je dirais c'est entre 8 et 10 ans. D'accord, c'est plus récent. Les premières. Mais il y a 20 ans, ça devient concret. 8 et 10 ans, on investit. Voilà, exactement. Et on commence à voir comme des champignons pousser des startups. Alors, on a une particularité chez Alice et Bob et dont on est fier, c'est d'éviter de raconter, en tout cas de promettre monts et merveilles. On a déjà la chance de travailler sur sans doute la plus belle promesse technologique depuis très longtemps, puisqu'on va en parler sans doute, mais, j'arrive, je viens. On repart vraiment sur les fondamentaux de la physique, des lois qui régissent la matière. Donc c'est suffisamment excitant pour ne pas en rajouter avec du buzz permanent et des annonces tous les jours, comme on voit. Donc,
Si je résume, il y a 20 ans, un peu partout dans le monde, parce que c'est pas qu'en France, on se dit tiens, ça peut devenir un truc concret, on va commencer à y bosser. Il y a 10 ans, les gros s'y mettent, divers et variés, avec les annonces habituelles qu'on voit, et voilà. Et il y a 5 ans, 6 ans, Alice et Bob, en même temps d'ailleurs que quelques concurrents mondiaux qui se lancent à peu près au même moment. Donc avant de revenir maintenant très concrètement à ça, petit rappel. Alors, c'est quoi la physique quantique? En 2 mots, je crois que tu cites tout le temps l'expérience du chat, qui est la plus classique, mais refaisons-le pour ceux qui ne la connaissent pas. Et juste après, ok, mais ça appliqué à l'informatique, ça veut dire quoi? Voilà. Alors, je vais essayer de structurer les choses très simplement. Il y a la physique quantique, qui est vraiment le fondement fondamental de tout ça, mais qui a permis la première révolution quantique avec les transistors. Donc la physique quantique, elle, a 120 ans, mais a déjà produit très concrètement des choses extraordinaires qui ont changé nos vies. Aujourd'hui, on parle de seconde révolution quantique. On pourrait dire deuxième peut-être, parce qu'on peut imaginer qu'il y en ait une troisième un jour, qui sait. Et ça comprend en général 3 technologies, 3 catégories de technologies. Le calcul quantique, et je pense qu'on va surtout parler de ça parce que c'est sans doute celui qui a les promesses les plus larges en termes de cas d'application et d'impact économique in fine. Et peut-être on aura le temps d'en parler de signification géopolitique par les applications auxquelles il conduit. Il y a une deuxième catégorie qui est les capteurs quantiques, qui est peut-être la catégorie la plus avancée, la plus proche d'applications concrètes, opérationnelles. D'accord. On a un grand champion en France, c'est Thales. Et on verra d'ailleurs que dans toutes ces catégories, on a des grands champions en France. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Enfin, on en parle. J'écoute beaucoup les sujets tech, je n'entends pas beaucoup parler des capteurs quantiques de Thales. Alors moi, je vois beaucoup parce que je passe beaucoup branché sur ça. Mais on devrait en parler plus parce que c'est vraiment... Et Thales, on fait partie des champions, donc en France, par exemple, avec ça. Grâce à Thales, pas que Thales, mais Thales, c'est un peu la figure de proue. Concrètement, c'est quoi un capteur quantique en une minute? C'est des capteurs qui permettent de multiplier par des millions la précision et la sensibilité avec laquelle on va pouvoir capter telle ou telle onde électromagnétique, onde gravitationnelle. Ça, c'est en appliquant les concepts de la physique quantique. Exactement. Avec des matériaux différents, avec ça. Exactement. Au capteur. Voilà. Okay. Troisième, les communications quantiques. Donc là, Orange, par exemple, travaille et réfléchit sur ces sujets-là. Alors, c'est un domaine un peu plus confidentiel, mais qui est très intéressant aussi, qui va notamment permettre de rendre les communications, les canaux de communication réellement confidentiels. Puisque dès lors qu'un canal de communication va être hacké, on va pouvoir le savoir. Ce qui m'amène d'ailleurs à l'image du chat, ou en tout cas l'histoire du chat de Schrödinger, un des fondateurs de la physique quantique. Chat de Schrödinger, c'est quoi? C'est en gros, on met un chat dans une boîte, on ne peut pas savoir s'il est mort ou vivant, et donc c'est toute la question, le chat est-il mort ou vivant, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Donc tant que la boîte est fermée, on est dans un... C'est une image, mais on est dans un monde quantique. Dès qu'on ouvre la boîte et qu'on regarde, c'est-à-dire la seule observation nous fait, pour utiliser un anglicisme, collapser dans le monde classique. Voilà, c'est... Oui, parce qu'en fait, il peut prendre une infinité d'états, entre guillemets. Il peut prendre plusieurs états, en tout cas. C'est pas infini, en l'occurrence, là, mais oui, plusieurs états. Un grand nombre d'états. Là, pour l'image, deux. Vivant, mort ou vivant. Et c'est pour expliquer très simplement cette espèce de dichotomie qu'il y a entre le monde quantique et le monde classique, de la physique classique, c'est-à-dire celle qu'on a tous appris à l'école, celle avec laquelle notre intuition réfléchit. Oui, moi je suis là ou je suis pas là, quoi. Voilà. Sauf et la réponse c'est 2 ou 4, mais c'est pas... Dans la physique quantique, on est sur des paradigmes totalement différents. Et ce qui me permet de dire que n'essayez pas d'utiliser votre intuition pour comprendre la physique quantique. Ça marche pas. Vous êtes à peu près certain qu'en utilisant votre intuition, c'est-à-dire votre sens physique, comme on dit aussi à l'école, vous allez vous tromper. Voilà. Donc on rentre dans la physique quantique, on utilise des lois, des mathématiques qui sous-tendent cette physique, qui sont d'une grande complexité, mais aussi d'une grande richesse, mais qui sont d'une richesse qui est impossible à capturer avec son intuition. Donc, pour vraiment comprendre la physique quantique, il y a peu de gens qui vraiment la comprennent. Il faut quand même un peu vivre dans un monde parallèle, si je puis dire. Il faut jouer avec des règles qui ne sont pas du tout les règles avec lesquelles on appréhende le monde qui nous entoure.
Oui, donc désolé, si vous croyez que dans cette heure d'interview, vous auriez appris la physique quantique, ça ne va pas être possible. Hein. C'est plus Non, qu'une heure, hein, on est non, d'accord. non. Je crois que c'est Feynman, un des autres grands fondateurs de la physique quantique, il disait si vous pensez avoir compris quelque chose de la physique quantique, c'est vous vous trompez. Voilà. Donc en fait, c'est normal. on évolue dans cet univers complexe, Oui. mais en même temps dans un monde où on veut du concret. Enfin, quand on parle Exactement. d'ordinateur, c'est un truc qu'on arrive à peu près à intuiter, même si dans les années 50, ça prenait la taille de plusieurs appartements. On voit à peu près ce que c'est. C'est des boîtes avec des machins branchés dedans. Oui, oui. Donc là, tu veux appliquer avec Alice et Bob des concepts de physique quantique, donc simplifions plusieurs états, par exemple, au même moment, au calcul. Exactement. C'est le thème numéro 1 dont on a parlé, c'est le calcul. Parce que juste pour finir sur les communications quantiques, c'est la machine de Turing en reverse engineering, quoi. Elle s'est corrigée en temps réel, on saura faire une communication qui sera en permanence. C'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça permet l'application que je disais de rendre les communications plus confidentielles. Voilà, ça reste assez niche, on peut dire, mais c'est évidemment un domaine qui géopolitiquement relativement. Parce que tout à fait, c'est sans doute assez mono-application. Voilà, c'est par rapport aux autres domaines. Et donc, si je reviens au calcul, le premier qui fait rêver beaucoup de gens. Je reviens au calcul qui est l'objet d'Alice et Bob et qui est effectivement un champ d'application qui est énorme. Pour donner là aussi instiller une intuition. Je vais dire quelque chose qui est faux scientifiquement, donc si jamais il y a des physiciens quantiques qui me regardent, assez à l'abri, on ne sait jamais, qui m'excusent, mais c'est important pour essayer d'appréhender. Effectivement, dans l'informatique classique, on a des 0 et des 1 qui sont des bits. Dans l'informatique quantique, on a des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques, Q-B-I-T-S. Chaque qubit peut prendre plusieurs états, un grand nombre d'états. C'est pas infini, mais c'est un nombre d'états. C'est pas tout à fait infini, mais voilà, parce qu'il y a toujours des limites physiques. Et donc, c'est l'intuition que j'essaie d'instiller, qui est qu'on va pouvoir faire des calculs, paralyser des calculs dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec celles d'utiliser simplement des 0 et des 1. Aujourd'hui, on aligne des processeurs qui chacun savent gérer des 0 et des 1. Quand on veut être plus puissant, juste on multiplie les cœurs, on multiplie les processeurs. Demain, c'est le cerveau lui-même qui sera capable de faire puissance n opérations en même temps. Donc on n'est plus dans cette, on n'est plus dans de l'addition, on est dans de l'exponentiel. C'est ça. D'accord. Et donc, alors, une fois qu'on a dit ça, conformément à ce que je disais tout à l'heure, de ne pas vendre des rêves, ça va permettre de faire des choses exceptionnelles. Dès lors qu'on a les algorithmes, il ne suffit pas d'avoir une machine. Là, j'ai décrit un concept. Dans le concept. J'ai donné une micro-idée du hardware, c'est-à-dire de comment fonctionne la base d'un qubit. Derrière, il faut évidemment avoir les algorithmes qui vont avec. On a déjà des algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes, un algorithme, c'est quoi? C'est une recette de cuisine qui dit, si tu veux faire ce calcul qui est énorme, et tu vas le couper en morceaux, tu vas commencer par calculer ça comme ça, puis après ça comme ça, puis après tu vas prendre le résultat du premier, et puis tu vas le multiplier par le... C'est ça un algorithme, simplifié. Oui. Il nous faut des algorithmes quantiques. On a déjà des algorithmes quantiques, c'est-à-dire les algorithmes quantiques précèdent la machine quantique, c'est-à-dire qu'on a une liste d'algorithmes qui n'est pas immense d'ailleurs. Mais la façon de réfléchir à l'algorithme doit être différente. Elle est différente. On n'est pas quand là tu viens de citer du séquentiel classique qu'on veut XNL, entre guillemets. C'est peut-être pas la même façon de faire en quantique. Ça n'est pas la même façon de faire, mais ce qui est par exemple l'algorithme de Shor, qui est un des algorithmes les plus connus, qui date, je ne veux pas dire de bêtises, de 1994, je crois, donc les années 90, de M. Shor. C'est pas si vieux. Qui a créé cet algorithme, qui est un algorithme qui ne tourne que sur une machine quantique. Une machine classique ne peut pas faire tourner cet algorithme. C'est l'algorithme qui permet de casser les codes, entre guillemets. D'accord. Souvent, chose qu'on entend, et d'ailleurs c'est un problème, parce que souvent l'informatique quantique est associée au fait de casser les codes. Oui, on verra ce qu'on dit plus souvent. C'est totalement, enfin je veux dire, c'est une réduction de ce qu'est l'informatique quantique. C'est 1% des cas d'usage. Évidemment, il est important, mais c'est 1% des cas d'usage. C'est le plus facile à vulgariser, non? Je ne crois pas, non. On va voir, il y a des cas d'usage très simples à comprendre. C'est celui qui est le plus... En tout cas, tu parlais de l'algorithme de Shor, je t'ai coupé, pardon. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que je citais simplement un exemple d'algorithme. Alors, c'est intéressant de voir qu'il a plus de 30 ans. Mais qui ne tournerait que sur une machine qui n'existe pas. Exactement. Et donc, les algorithmes, et donc il y en a d'autres, plus complexes,
mais on a des algorithmes, et chaque année, il y a des nouveaux algorithmes. Alors, ça tient sur les doigts d'une main chaque année, en plus, hein, c'est pas qu'on a des milliers d'algorithmes qui arrivent chaque année, mais ces nouveaux algorithmes précèdent effectivement la machine. Et dès que les machines vont exister, on va pouvoir faire tourner ces algorithmes et vraiment ouvrir un champ des possibles énorme. Alors, avant qu'on passe au concret, de comment ça pourrait exister, quand, etc., quand même quelques petits points de précision que j'ai pu effleurer du doigt lors de notre préparation. La première, tu disais, l'informatique quantique pour les calculs. Déjà, certaines personnes te disent « Oh là là, mais on sait déjà tout faire avec les calculs, il y a des machines, des supercalculateurs, etc. » Et tu m'expliquais, mais avec les plus gros supercalculateurs du monde, tu as des trucs extrêmement simples qu'on ne sait pas du tout faire. Oublions le craquer un code, mais juste tu me parlais d'un nombre de chambres à attribuer, par exemple, que ça m'avait... Merci de poser cette question, parce qu'elle est fondamentale pour comprendre effectivement... Le besoin. Exactement, le besoin. Je vais donner deux, trois chiffres. Les plus grosses machines classiques, ce qu'on appelle les HPC, les supercalculateurs, High Performance Computing, qui prennent de la place, quoi. Qui prennent des places énormes et qui consomment des dizaines de mégawatts. Hein, donc on est sur des choses absolument gigantesques. Aujourd'hui, les plus puissants, ce que Eviden en France, on a un champion européen et mondial qui est Eviden de supercalculateurs. Qui sert en application à la météo, à des... Météo, simulation d'armes nucléaires. C'est grâce à ces machines. Chirac, effectivement, on est passé à la simulation. Voilà, on a pu arrêter les essais nucléaires. Donc ça sert à quelque chose quand même, mais c'est né comme ça. Notre filière française est née comme ça. Je pense qu'on n'était pas une nation nucléaire, atomique. On n'aurait pas eu ça. Donc c'est des grosses machines quand même. Beau joyau. Et ça fait des machines aujourd'hui. Là, je parle de celles qui sont en train d'installer. Donc on est vraiment la frontière aujourd'hui. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hexaflopique. Hexa, c'est 10 puissance 18. Ça veut dire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. D'accord. Alors, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Quand je pense dans notre vie, il n'y a aucune chance qu'on arrive à même calculer, pour des probas, j'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses quand même. C'est absolument énorme. Le problème, c'est donc, retenez ce chiffre, 10 puissance 18. Je le note. 1 milliard, 2 milliards. Maintenant, donc ça, c'est côté offre, on va dire, c'est côté capacité de calcul. Maintenant, parlons du besoin. Je vous prends un cas d'usage relativement simple, qui est celui de simuler une molécule d'une cinquantaine d'atomes. Il faut bien avoir en tête que, alors, 50 atomes, on peut trouver que c'est beaucoup parce qu'on a ses souvenirs d'école, H2O, voilà. Non. Mais un médicament, n'importe quelle protéine, c'est beaucoup plus gros que 50 atomes. 50 atomes, c'est la pénicilline, par exemple. On est la base, quoi, le truc trouvé il y a 200 ans. C'est assez basique, oui, bon. Aujourd'hui, quand on travaille sur les vaccins, qu'on cherche des nouveaux médicaments, on travaille sur des choses beaucoup plus complexes. Mais prenons une molécule de 50 atomes. Si on veut la simuler parfaitement, quand je dis parfaitement, c'est vraiment parfaitement pour pouvoir vraiment la manipuler, essayer de la modifier, essayer de trouver des molécules voisines. Pas être dans l'approximation. Exactement. On veut la simuler exactement, c'est-à-dire les liaisons chimiques, les trajectoires d'électrons, etc., etc. On parle d'à peu près 10 puissance 85 paramètres. C'est-à-dire plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Je crois que c'est 10 puissance 83. Je ne sais pas qui est allé les compter, mais c'est le chiffre. 10 puissance 85 paramètres. 10 puissance 85 paramètres. 10 puissance 85, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, et je dois dire ça quasiment 10 fois. Comment peut-on imaginer qu'une machine à 10 puissance 18 opérations par seconde arrive? Mais je te dirais, aujourd'hui, on arrive quand même à créer des médicaments rapidement, la preuve pour le Covid, avec des ordres de grandeur, sans aller jusqu'à la réalité. Tout à fait, mais ça reste empirique. Il faut bien avoir... On ne peut pas tout tester, on ne peut pas tester tous les cas. On a eu un effort considérable au moment du Covid, qui était aussi justifié par l'urgence, mais ça a quand même pris un certain temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Grâce à l'IA, on arrive à identifier les molécules qui pourraient être des bons candidats. Mais enfin, derrière, on en rate peut-être beaucoup, quoi. Alors d'abord, on en rate beaucoup, et derrière, il faut quand même tester, voir les résultats. Il y a tout un process qui reste assez long. Donc là, comme pour le nucléaire, on pourrait tout tester en ordinateur. Là, on pourra simuler parfaitement, jouer avec ces molécules et vraiment identifier, confectionner des nouvelles molécules, donc des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments, etc. Alors pardon, parce que comme j'ai préparé avec toi avant, évidemment, j'ai sauté du coq à l'âne. Là, tu nous disais juste 10-18, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Oui. 10-85, c'est ce qu'il faudrait. Et aucun
aucune progression linéaire de notre informatique ne permettra d'arriver à 1085. Moi, j'ai vécu la, Si on la va pas au phase quantique, c'est ça ma de question. 10 puissance 15 à 10 puissance 18. Ouais. Combien de temps? Oh, je dirais que ça a dû prendre 5 ans. D'accord. Euh, C'est une question de gravure, avec- non C'est une question de volume, beaucoup de volume. D'accord. C'est du more of the same, comme disent les anglo-saxons. Tu C'est-à-dire, rajoutes des- voilà, alors, je suis un peu méchant en disant ça, parce qu'il y a eu quand même des améliorations. Mais on voit bien que les sujets de gravure atteignent leur limite, qui est une limite du nanomètre ou de 2 nanomètres. Après, on peut rajouter des GPU d'NVIDIA. D'abord, on enrichit NVIDIA, très bien, bon. Mais voilà, on fait du volume. Donc on fera peut-être du 10-20, du 10-30. Oui, certainement. 10-30, je ne sais pas, mais du 10-21, voilà. Bon, en général, c'est par Mais trois pour, que ça arriver, fonctionne. mais pour arriver à ce que tu dis, tu ne le crois J'ai- pas possible hors physique quantique. Je ne le crois pas possible. Je crois que c'est même pas une question de temps. Je crois que c'est pas possible. Et là, je vous ai pris un exemple qui est même pas le plus complexe. Mais c'est celui qui nous touche beaucoup, la santé, c'est quand même quelque chose qui... Oui, non, voilà, mais je parlais du nombre de paramètres, de la Et tu dimension. nous avais cité un cas même beaucoup plus simple, je crois, dans la préparation de chambres à affecter. Je veux dire, juste de la logistique de base, on n'a pas d'ordinateur aujourd'hui capable de... Oui, il y a 1000 exemples D'accord. de combinatoires. Pour dire que même aujourd'hui, sur des trucs qui pourraient paraître simples, l'informatique ne sait pas, on n'a pas la puissance. En fait. Il faut bien comprendre en fait que il y a un mot qui est clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la combinatoire. C'est-à-dire, la combinatoire, c'est pas le big data, c'est-à-dire c'est pas des masses de data, etc. C'est quand je prends quelques petits nombres et que je les multiplie beaucoup de fois entre eux. Et ça va très vite, très haut. Et ça explose. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'intuition humaine a du mal à capturer. Je te posais la question parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que la physique quantique ne remplace pas, enfin l'ordinateur quantique ne remplace pas l'informatique, ce que tu nous expliquais, Exactement. que c'est bien pour là où il y a de la combinatoire, mais que pour d'autres sujets, typiquement le big data, ça ne va pas aider le big data à aller plus vite, quoi. On dit, si on veut ramasser les choses, ça fait un peu punchline, mais ça décrit bien les choses. L'IA, c'est pour le big data. Le quantique, c'est pour le big compute. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA, c'est évidemment formidable par les usages qu'on utilise tous les jours. Enfin, c'est en train de révolutionner les usages, y compris les usages grand public, évidemment. Donc ça nous touche tous et on mesure à quel point c'est une révolution. Mais d'un point de vue parfaitement conceptuel, évidemment, il y a des avancées extrêmement intéressantes, mais on n'est pas du tout sur la même révolution conceptuelle qu'avec le quantique. Et l'IA, au fond, ça consiste en quoi? Ça consiste à alimenter avec énormément de données, le plus possible et encore le plus possible, un système qui va se nourrir de ces données pour inférer, c'est-à-dire deviner, avec un système de probabilité extrêmement complexe, le mot d'après dans une phrase, la partie de code qui va suivre dans un code, etc. Et je ne veux surtout pas minimiser toute l'intelligence qu'il a fallu pour arriver à ça, mais à la fin, conceptuellement, philosophiquement, c'est une forme d'inspiration du passé. Alors, du passé, une forme de mimétisme. Une forme de mimétisme extrêmement raffinée dès lors qu'on aura donné suffisamment de quantité de data, parce que ça va pouvoir explorer tout un tas de scénarios possibles, etc. Mais ça reste effectivement l'inspiration de la data passée qu'on aura ingérée. Think out of the box, ça va être compliqué, quoi. C'est think inside the box. Exactement. Mais à l'inverse, pour dire les choses de façon équilibrée, le quantique, c'est du big compute. Et le problème du quantique, c'est qu'il gère très très mal l'ingestion de data massive. D'accord. En revanche, ce que le quantique fait bien, c'est gérer des équations complexes. C'est pour ça qu'on est sur on revient à la physique et à les mathématiques fondamentales, c'est-à-dire qu'on peut donner à une machine quantique les équations très complexes qui régissent la nature, qui régissent la façon dont les atomes interagissent entre eux. Qu'on sait écrire aujourd'hui et qu'on ne sait pas résoudre ou qu'on ne sait pas sait écrire depuis très longtemps. Je dis la physique quantique a 120 ans. Mais qu'aujourd'hui, on ne peut qu'approximer. On ne sait pas les exploiter. Avec de la donnée massive via l'IA. Là, on veut quelque chose d'exact. Alors, on a vu ce que ça ne saurait pas faire. Très concrètement maintenant, un ordinateur quantique, on va venir tout à l'heure à comment on le fabriquera et éventuellement quand. Mais s'il y en avait un aujourd'hui, donc
sur quoi ça pourrait vraiment révolutionner les choses? Alors, tu l'as dit dans la santé, éventuellement, puisque c'est des problèmes complexes. Si tu me permets, il y a 4 grands champs d'application, Mhm. et puis ensuite, il y a les secteurs industriels dans lesquels ça peut s'appliquer. Et on verra que il n'y a pas un secteur industriel où il n'y a pas de cas d'application. Mais si on prend les 4 grands champs pour fixer un peu les idées, il y a la simulation. Donc ça, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la simulation des molécules, par exemple, de la matière. En réalité, la simulation du réel. Et c'est le champ que je trouve peut-être le plus excitant parce que il touche au fondement de la physique quantique et de l'informatique quantique. C'est-à-dire que l'informatique quantique s'appuie sur la physique quantique qui est la meilleure description de la matière et du réel. Et donc le fait qu'on puisse, avec l'informatique quantique, simuler le réel et simuler des molécules, de la matière, c'est d'une certaine manière un retour aux fondamentaux de ce qu'est l'informatique quantique et la physique quantique qui la sous-tend. Alors quand même, juste, je me permets de tirer un tout petit peu la ficelle, mais simuler, c'est pas pour simuler un univers virtuel, c'est simuler pour trouver des solutions à des problèmes Tout à fait. qu'on ne peut pas reproduire que tout le temps dans un laboratoire, quoi. Exactement. Typiquement, l'énergie nucléaire, on en parlait, mais enfin, il y a plein d'autres applications. Exactement. D'accord. Simuler. Ensuite, il y a l'optimisation, qui est un sujet différent. L'optimisation, c'est... alors, il y a des applications dans la finance, qui ne sont pas forcément celles qui m'excitent le plus, mais il faut les citer. Par exemple, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les Monte Carlo. Monte Carlo, c'est ces algorithmes qui permettent de calculer le pricing, le prix des options en finance. Eh bien, il y a un algorithme Monte Carlo quantique. Donc, on va pouvoir être encore plus précis là-dedans. Alors, voilà, si on n'est pas passionné de finance, ça n'évoque pas grand-chose, mais on va pouvoir optimiser. Place que ça prend dans le monde aujourd'hui, ça doit forcément avoir un intérêt quelque part. Forcément. On a, par exemple, on peut optimiser, si on veut optimiser la forme d'une pale d'éolienne, on va utiliser certains algorithmes quantiques sur les machines quantiques quand elles existeront pour pouvoir optimiser ces pales d'éoliennes. Voilà, donc, donc les domaines sont très larges. Ensuite, on a le sujet du machine learning quantique, donc qui est la version quantique du machine learning. Donc là, on revient à l'IA ancienne génération, mais boostée, quoi. Exactement. Et puis après, on a la cryptographie. Enfin, donc autour notamment de l'algorithme de Shor dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'algorithme de Shor, c'est la factorisation de très grands nombres en nombres premiers. On a produit de nombres premiers. C'est ce qui fonde RSA 2048, c'est-à-dire tous les systèmes de cryptographie qu'on a depuis 60 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est les 4 grands domaines. En termes de secteur industriel, on a parlé de la pharma, évidemment, on a parlé de la finance, on peut parler de l'automobile, pour ce qui est de l'optimisation de forme, mais aussi des batteries électriques. L'énergie en général. L'énergie en général, exactement. On peut parler du transport sur les sujets d'optimisation, optimisation des routes maritimes, optimisation des routes ferroviaires. Dès qu'il y a un sujet d'optimisation avec, encore une fois, une combinatoire, on voit bien que les sujets de transport public ou privé, mais enfin donc du type... Enfin, ne serait-ce que, pardon, mais celui qu'on utilise tous les jours, quand on prend Waze, c'est de la combinatoire pour te faire passer à droite ou à gauche avec des infos qui remontent par les GPS. Exactement, il y a un problème là, il y a un bouchon où il y a une vache qui s'est mise sur la voie. Comment je reconfigure? Aujourd'hui, c'est A ou B, demain, ça peut être... Comment on gère cette combinatoire? Là, on est typiquement sur quelque chose qui... Il n'y a pas énormément de data derrière ça. Mais le fait que si le train, on lui dit de prendre tel aiguillage plutôt que tel autre, ça va avoir telle conséquence sur telle autre, des conséquences en chaîne qui sont une forme de combinatoire qui aujourd'hui est improgrammable. On ira plus vite pour les échecs en ligne, quoi. Exactement. Donc voilà. Donc les secteurs d'activité dans lesquels l'informatique quantique peut s'appliquer sont infinis. En tout cas, tous sont concernés. Alors, ils sont infinis, tous sont concernés. Ça va me permettre d'arriver à cette troisième partie qui va être le concret. Parce que là, on a un peu raffiné, on est parti de la théorie, mais vas-y. Oui. Pardon, il y a un mot, excuse-moi si tu voulais en parler, mais parce que c'est une question que j'ai souvent sur mais tout ça, ça va arriver quand? Ah, mais j'arrive après. Ah, pardon. J'y arrive après. Parce que justement, bon, j'imagine quand on parle de tous les secteurs, c'est un peu d'ailleurs comme aujourd'hui avec l'IA, après il y a un moment, on ne va pas prendre une enclume pour enfoncer un clou, donc ça dépendra aussi
du coût de ces technologies par rapport à la rentabilité d'avoir utilisé cet outil pour faire aiguiller mes trains par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr. En espérant qu'en Espagne, ça les aurait aidés. Mais... Donc en fait, dans le marketing, le quantique computing est déjà là. Chez certains de nos amis GAFAM, pour dire on y est presque. Chez certains leveurs de fonds, je l'ai encore entendu en début d'année par des prévisionnistes qui nous expliquent le Quantum Day, ce sera cette année, c'est-à-dire le jour où on pourra avoir vraiment une application concrète de l'application quantique. Chez les gens qui lèvent des fonds pour t'expliquer qu'il leur faut 3 milliards parce que c'est pour dans 2 ans pour aller plus vite que ceux qui mettront 10 ans comme toi. Et quand on en parle pourtant, tu me disais quand même, attends, c'est pas encore pour demain matin non plus. Alors, il y a plein de questions dans ta question. Ouais, j'ai fait exprès. D'abord sur l'horizon de tout ça. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. L'horizon de quoi? Il y a eu, dans le passé, je ne vais pas citer, mais certains acteurs qui ont dit on a atteint un avantage quantique. Google 1997, allez regarder les news. Alors Google en 2019 a dit on a atteint la suprématie quantique. Bon, je passe sur la terminologie qui est assez affreuse, mais en gros, il s'agissait de prendre une équation qui avait été construite un peu pour l'occasion et de dire mon ordinateur arrive à craquer l'équation. Laquelle équation était parfaitement inutile. Voilà. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Construire un ordinateur à savoir faire A plus B. Voilà. Donc, pour moi, il y a 2 dates. Il y a 2 jalons qui nous intéressent. Le premier, c'est quand est-ce qu'on va avoir une machine qui craque un problème utile, c'est-à-dire un problème qu'on s'est posé dans le monde d'avant, mais qu'on n'a pas su résoudre, un problème industriel, d'optimisation industrielle, de simulation, peu importe. Et le jour où on a une machine quantique qui arrive à craquer ce problème utile, ça c'est un premier jalon important. On le voit, quand je dis on, c'est Alice et Bob, mais c'est beaucoup de monde dans l'industrie, quelque part entre 2028 et 2030. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas arrivé. C'est vraiment un moment très important, mais ça ne voudra pas dire qu'on aura réussi à craquer tous les sujets les plus complexes, les simulations de molécules les plus complexes, etc. Mais ça sera un jalon important. Entre 2028 et 2030, c'est quand même demain. Il y a un deuxième jalon qui est encore plus précis que celui que je viens de dire, parce que là, je ne définis pas exactement le problème, je resserre un peu la définition. Le deuxième jalon, c'est quand on arrivera à faire tourner le fameux algorithme de Shor sur RSA 2048. Là, on a un problème dimensionné. Tu le remets quand même sur la crypto. Je reviens sur la crypto pour l'utiliser comme thermomètre, comme jalon, parce que encore une fois, c'est un problème précis. Donc voilà, soit la machine, elle arrive à faire tourner l'algo, soit elle n'arrive pas à le faire tourner. Mais le jour où l'algorithme de Shor arrivera à faire tourner RSA 2048 sur sa machine, là, on aura un jalon précis. Et là aussi, les feuilles de route des principaux industriels, dont nous, on voit ça entre 2033 et 2035. Voilà. On parle de 8 à 10 ans. Parce que là, 8 à 10 ans pour un point de Shor. Non, mais j'allais dire, pardon de dire ça, mais tu es l'offreur me dit 8 à 10 ans, comme tous les offreurs, tu cherches des financements, tu cherches des médias, moi j'entends 2-3 ans de plus, ça peut décaler, mais bon, toi tu vas me dire ça peut aller plus vite, mais bon, on est dans l'ordre de grandeur d'une dizaine d'années. Non, je dis absolument pas ça, d'autres peuvent dire ça. Non, mais ordre de grandeur, une dizaine d'années. Non, je dirais pas ça, parce que l'algorithme de Shor, la cryptographie n'est pas le cas d'usage le plus simple. Je le cite, parce que d'abord il est dans la tête de tout le monde. Il est le plus attendu peut-être. Non, mais c'est le problème défini le plus précisément. D'accord. Si je te dis... une molécule, c'est trop la simulation de molécules, demain, il y a quelqu'un qui va sortir un truc en disant « mais nous, on y est déjà », en faisant un espèce de problème totalement ad hoc, maison, qu'il aura fabriqué pour Là, il y a un cas concret où on sait à quoi ça va servir. Précis, voilà. C'est pour ça que... Mais le jour où ça s'est fait, par contre, tous nos systèmes de crypto tombent. Alors, ça me permet de répondre à un autre point que tu as fait, c'est qu'il se trouve qu'on a déjà des algorithmes post-quantique qui résistent à une attaque quantique. Donc, quand certains disent qu'ils sont en train de déployer des algorithmes post-quantiques pour se protéger d'attaques quantiques, c'est pas faux. Ils arrivent déjà avec un ordinateur normal à résister à une attaque quantique. C'est-à-dire qu'ils déploient sur leurs données. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on peut te voler de la data aujourd'hui pour la décrypter plus tard, quand on aura les ordinateurs quantiques. D'accord.
Alors, si c'est pour voler de la data, de la préparation, de la campagne marketing, de je sais pas qui, etc., dans 5 ou 10 ans, on s'en foutra. Mais si c'est tout le pour fichier de santé voler, des Français, bon. d'une part, si c'est pour voler des informations militaires Mhm, d'une grande puissance, mhm. dans 5 ou 10 ans, ça restera très intéressant pour des nations ennemies. Donc il y a des gens aujourd'hui dont le métier c'est de prendre des données, les stocker en sachant qu'ils ne savent pas les exploiter. Ils les stockent quelque part, ils attendent d'avoir un ordinateur quantique et ils décrypteront Et tu dis cette qu'on peut data. déjà se protéger parce que comme on connaît l'algorithme de Shor, on sait déjà éventuellement comment se protéger. Il y a 3 algorithmes qui ont été déposés ou revus par l'instance qui s'appelle le NIST, NIST, il y a maintenant 2 ans et demi ou 3 ans, je crois, D'accord. et qui n'ont pas été craqués. C'est la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire les gens déposent des algorithmes donc dits post-quantiques résistants à une attaque d'ordinateur quantique, et puis là tout le monde s'excite pour essayer de les craquer. Et puis là, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été craqués, donc on se dit que... Alors, il y en a 3, mais je crois que les 3 ont Craquer d'un point de vue mathématique, tu veux dire mais ou arriver même à technique. passer au travers. Oui, mais si c'est post-quantique et que tu n'as pas d'ordinateur quantique. Non, mais on arrive quand même à faire des Simuler. simulations. D'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant la façon dont le bouclier précède le glaive. C'est-à-dire qu'on a ces algorithmes qui, pour l'instant, résistent, encore une fois. Un jour, ils seront peut-être craqués, alors on en aura d'autres. Ça, c'est l'histoire de ce type de protection. Alors, Et on j'essaie a de déjà ces conceptualiser parce que algorithmes qui sont des algorithmes classiques. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, donc, on peut. Le quantique va nous aider à faire des choses qu'on ne sait pas faire, mais on pourrait se défendre du quantique avec du classique. Tout à fait. D'accord. C'est pas l'arme absolue. Euh, Au niveau du décryptage et de la cryptographie, c'est pas le Armageddon Day, quoi. C'est pas parce qu'on a tout d'un coup le quantique que Non, ça va tout craquer, quoi. c'est aussi pour ça qu'il faut dégonfler cette idée, cette excitation autour de la cryptographie, que le quantique va craquer les codes, etc. On a déjà des solutions pour s'en protéger, pour peu que, et ça serait quand même important au niveau européen et français, que vraiment on accélère là-dessus. Les Américains, je crois que c'est Biden en novembre 2022 qui a signé un acte. Ils doivent tous être. Voilà, tout le monde doit déployer. Nous, ça bagote un petit peu. Au moment où je le dis, peut-être que tout ça est en train de se régler, mais c'est très important qu'on puisse déployer ces algorithmes rapidement au niveau européen. On va venir à l'Europe et à la souveraineté dans quelques instants. On a ces algorithmes. Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est un sujet très important, mais on a des moyens de le prendre à bras-le-corps. Et la deuxième raison pour laquelle je dégonfle un peu le sujet de cryptographie, c'est que c'est un cas d'usage parmi tant d'autres de l'ordinateur quantique, même si je répète que l'ordinateur quantique ne va pas pouvoir tout faire et que même à la cible, même dans très longtemps, tu l'as dit toi-même, les ordinateurs vont être en fait hybrides, classiques et quantiques, parce Oui, c'est des problèmes différents. Il y a des calculs que si vous voulez faire votre comptabilité, vous n'utilisez pas un calculateur quantique. Le calculateur classique est beaucoup plus adapté. Donc, selon les types de calculs, il vaut mieux utiliser un calculateur classique ou un calculateur quantique. Donc, les machines à terme, tout le monde les voit comme une hybridation entre des processeurs classiques et des processeurs quantiques. Alors, j'ai une question, dont je ne t'avais pas prévenu, mais comme c'est le début d'année, les gens souhaitent les vœux. Bon, alors quand tu souhaites les vœux, tu as un peu l'impression depuis le Covid que tous les ans on te dit on espère que la suivante sera meilleure que la précédente, c'est toujours un peu négatif. Moi je suis quelqu'un de positif. Et alors je me suis dit je te recevais, j'avais envie, peut-être je vais me tromper, tu vas me doucher, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde de plus en plus compliqué. Alors il y a des menaces géostratégiques, ça c'est j'allais dire très court-termiste, hein. Si une bombe nous saute à la tête c'est assez rapide. Mais moi j'ai des enfants éco-anxieux par exemple, qui ne voient pas de solution. Moi ils regardent le monde, ils me disent mais papa tu seras mort, mais en fait dans 30, 40 ans on n'aura plus de planète, l'eau va être là, etc. Est-ce qu'on peut rêver que grâce à des ordinateurs quantiques, on pourra résoudre des problèmes qu'on n'arrive même pas à poser aujourd'hui, comme celui justement du réchauffement climatique ou d'autres problèmes qui sont tellement lourds et tellement presque inconcevables qu'aujourd'hui nos façons de travailler ne nous permettent pas d'adresser à part de dire on va mourir. Ouais, absolument. Et alors, j'essaie de choisir les mots parce que je veux pas... Tu veux pas me donner de faux espoirs. Ni donner de faux espoirs, ni laisser penser que tout ça va arriver vite. Sur le changement climatique, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur, justement, la simulation de molécules, également d'une 50aine d'atomes d'ailleurs, qui pourraient fixer les molécules de CO2
une fois propulsé dans l'atmosphère, et donc désengorger Comme une cage, l'atmosphère quoi. du CO2. Ça suppose évidemment d'avoir de la simulation quantique. Voilà. Le jour où on arrive à faire ça, effectivement, on peut imaginer qu'on Progresse. progresse. Ça va pas résoudre. Mais je dis ça avec beaucoup encore une fois, je suis passionné par ce que Alice et Bob fait, et j'y crois énormément. Et on est beaucoup à y croire, et de plus en plus à y croire. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, c'est le genre de propos qu'il faut tenir Oui, quand tu même veux à pas bas vendre du rêve. bruit. Tu veux pas vendre du rêve. Non, justement, je ne veux pas vendre du rêve, et je ne veux pas laisser imaginer qu'il faille réduire les efforts, Bien sûr. à la fois de frugalité, de réduction d'empreinte carbone de manière générale aujourd'hui, avec les leviers qu'on a aujourd'hui. Non, Il faut j'entends, mais moi, évidemment j'étais plutôt dans continuer. le- Mais on a peut-être un espoir de ce côté-là, du côté de l'informatique quantique, pour pouvoir à tout le moins progresser ou accélérer dans la résolution, entre guillemets, de ce problème. Non, mais la résolution, ça pourrait être aussi, tu disais comme secteur d'application, il y avait l'énergie. Ouais. Trouver les molécules qui nous permettraient de nous passer du pétrole pour faire d'autres choses. Enfin, voilà. Bien sûr, on peut imaginer beaucoup de choses. Il faut juste les imaginer Dans longtemps. Alors, dans assez longtemps, mais pas imaginer que tout va être réglé tout de suite. Et il y a encore énormément de problèmes, y compris fondamentaux, à régler avant d'y arriver. Alors justement, avant de faire la transition, et il nous reste, je précise, un peu plus de 18 minutes, avant de faire cette transition sur l'Europe, parce que je voulais qu'on en parle, et la souveraineté, Oui. on va justement parler de quelque chose qui va nous y amener, c'est concrètement comment on passe de la théorie à dans 10 ans quelque chose pour résoudre les algorithmes de Shor. Et pour t'amener à la question, je vais faire exprès le naïf, mais est-ce que ça sera quelque chose qui ressemble à ma tablette, sauf qu'elle sera quantique, ou à un ordinateur comme on les connaît, ou un Cray comme aujourd'hui qui prend 3 salles, ou je ne sais pas. Et comment un jour, peut-être dans 20, 30, 40 ans, c'est quelque chose de plus concret. Je ne parle pas qu'en termes de form factor, mais aussi comment on les construit. C'est quoi? On parle de quel matériel? On parle de quelle chaîne de production? Est-ce qu'on sait construire ça en France, en Europe, ailleurs? Est-ce que c'est comme pour aujourd'hui certains outils où on a besoin que d'un Taïwanais, sinon on est tous à la rue? Oui. Plein de questions en une qui nous amèneront après la souveraineté. Donc, Oui, oui. 5-7 minutes sur celle-là. Donc, c'est très important de comprendre que, à la fois fondamentalement, la façon dont les calculs se font, etc., mais aussi physiquement, que l'ordinateur quantique n'est pas une continuation ou la suite de l'ordinateur classique. On a déjà expliqué que même à terme, l'informatique classique ne va pas être tuée ou remplacée par l'informatique quantique. On va avoir un système, une hybridation, parce que l'ordinateur classique, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose aussi physiquement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir tenir dans une salle tout à fait raisonnable, alors avec quelques caractéristiques techniques, d'éviter trop de vibrations, de champs électromagnétiques, de perturbations du monde classique, mais on est sur quelques dizaines de mètres carrés au sol. Pour l'ordinateur quantique. Pour l'ordinateur quantique. Parce que Là où, classique, pardon. l'ordinateur classique, Pour des calculs importants, pour les calculs importants, c'est des usines, quoi. c'est des usines entières, c'est des data centers entiers. Enfin, on réduit avec le temps quand même, la taille, On réduit, mais enfin, je veux par dire, rapport à ce que ça faisait. non, bien sûr, mais ça reste quand même des choses énormes. Et en termes d'énergie, les gros supercalculateurs sont sur plusieurs dizaines de mégawatts. L'ordinateur quantique va être sur plusieurs dizaines, sur quelques dizaines de kilowatts. Donc il y a un facteur 1000 en consommation d'énergie. Même si ces ordinateurs fonctionnent à très basse température, c'est-à-dire proche de 0 Kelvin, c'est-à-dire de moins 273 degrés. Donc c'est important, pardon, parce que là on vient sur tout du très ça, concret. Voilà. Pour fonctionner, alors on parle d'un truc qui prendrait la taille d'une grande pièce. On fonctionne près du zéro absolu, ça veut dire le plus proche possible, mais jamais à zéro, mais de moins 273 Voilà. degrés. Il faut déjà y être. Dans des salles, tu disais quand même pas trop de perturbations. Tu es gentil, il en faut vraiment pas beaucoup. Oui, Par exemple, les salles blanches, c'est des vraies salles blanches, quoi. C'est pas des. Nous, par exemple, on a certains de nos locaux techniques sont dans des locaux Dans Paris, ça va. dans Paris, avec le métro qui passe dessous, le tram, Et on peut travailler, etc. Et on arrive parfaitement à travailler. Je ne veux pas exagérer non plus. La complexité n'est pas non plus. D'accord. Non, c'est tout à fait faisable. On Par n'est pas contre, en sur termes de matériaux pour faire tout ça, tu parlais d'un qubit tout à l'heure, mais enfin, j'imagine c'est comme dans un ordinateur, là, pour le coup. Il faut différentes pièces, il faut faire circuler l'information, faut. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme on est à peu près aux années 50-60 dans l'informatique classique. D'accord. C'est-à-dire, à l'époque, nous, aujourd'hui, quand on voit l'ordinateur et les transistors, etc., tout ça nous paraît normal. À l'époque, c'était des grandes lampes, là. Non, mais au début, voilà, il y avait le substrat de base, c'est-à-dire le matériau de base.
il y avait plein de solutions différentes, on tâtonnait. D'accord. Aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que nous, on travaille sur des supraconducteurs D'accord. chez Alice et Bob, ce qui est le cas de 60% à peu près de l'industrie, c'est plutôt le substrat, ou la technologie, la plateforme dominante. La plupart des GAFAM qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur le quantique, travaillent sur du supraconducteur. Mais il y a d'autres technologies ou matériaux. Il y a des gens qui travaillent sur des atomes neutres, des gens qui travaillent sur des ions piégés, de la photonique, des nanotubes de carbone, etc. Des qubits de spin. Donc il y a... Là, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail. Non, mais par contre, non, il y a des mais choses. c'est Ce que juste, tu veux dire, c'est qu'il y a encore, pour l'idée, c'est de l'instant, comprendre qu'on en est encore au stade où on ne sait pas avec quel matériau de base on va travailler. Alors nous, on croit aux enfin, on ne sait supraconducteurs. pas. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais résultat, s'il y en a encore plusieurs dans quelque chose qui est encore assez confidentiel, j'imagine qu'il n'y a pas de chaîne de production. Il n'y a pas encore de chaîne de production Au sens classique du terme. Enfin, il y a tout à pas- fait, tout à fait. Il n'y a pas encore de T'achètes chaîne de pas ça, production organisée, industrialisée, parce que encore une fois, il n'y a pas au moment où on se parle, il n'y a pas d'ordinateur quantique qui fonctionne. Non, mais j'allais dire, Qui servent à quelque vos, chose. même pour vos POC de micro-trucs, aujourd'hui, vous faites tout à la main, quoi. Enfin, Non, il y a des salles blanches. Donc nous, on est en train de construire une salle blanche unique en Europe, au moment où on se parle, dans laquelle on va pouvoir fabriquer nos puces. Donc on fait pas ça. Donc c'est avec des outils extrêmement perfectionnés, sophistiqués. Voilà, il y a quand même mais t'es un obligé de la- outillage autour de tout ça qui existe ou qui est en train d'être Mais on est perfectionné. loin d'une chaîne industrielle. On est loin, très loin d'une chaîne Déjà, il n'y a industrielle. pas de normalisation. Mais La avant la... normalisation, mais il faut d'abord que la technologie se fixe, puis qu'on ait des volumes. Pour avoir une chaîne industrielle, il faut avoir des volumes. Qui dit industrie dit volume. Donc là, on n'y est pas encore. C'est quelque chose qui va encore prendre du temps. Mais alors, ça m'amène. On va traiter les deux sujets, je pense, en même temps. Encore un peu techno et chaîne industrielle et en même temps Europe, parce que je vois le temps qui passe. Bien sûr. On est au début finalement de l'aventure, hein, parce que même si tu dis 10 ans, 5 ans, enfin on est encore, vraiment on le voit bien, on est encore en train de réfléchir. Peut-être que demain, ça sera aucune des 4 technologies que tu as citées, ce sera peut-être une 5e que quelqu'un va trouver. Enfin bon, je ne souhaite pas pour toi. Je crois pas, mais on est au début de cette aventure. On entend aujourd'hui beaucoup de débats sur « Ah, si on m'avait dit, j'aurais peut-être créé un Visa Mastercard français il y a 75 ans. Ah, si on m'avait dit, j'aurais peut-être fait du GPS avant. » Tiens, bon, c'est pas faute que beaucoup de gens l'aient dit. Hein. Mais on arrive, on essaye de se battre aujourd'hui pour une souveraineté sur des sujets où certains ont une avance considérable, et en termes marché, mais en termes de chaîne de production, de chaîne de valeur et de clientèle. Là, on est au début d'un marché. On est au début d'une aventure. Toi, la position où tu es, et puis on n'a pas parlé de ton passé, mais enfin, tu as quand même beaucoup navigué et dans la tech et dans la politique au niveau international, tu connais tous ces sujets. Est-ce que tu as l'impression que l'Europe a pris la dimension, l'Europe et ou la France, la dimension qu'il fallait cette fois partir dès le début, tous ensemble? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, certes, à ce que tu fais toi à l'application, mais à la chaîne de production. Est-ce qu'il y a des gens tout au long de... Tu parles des supraconducteurs et autres. Est-ce qu'il y a des gens français ou européens qui travaillent déjà avec vous sur la chaîne de valeur? Est-ce qu'on y est là-dedans? D'abord, la bonne nouvelle qui, moi, à titre personnel, fait que je me suis investi là-dedans et j'y crois énormément, c'est que le quantique est, en tout cas moi dans ma courte vie, mais le quantique est, de tout ce que j'ai vu, la technologie qui a à la fois, c'est ça qui est beau, à la fois le pouvoir disrupteur en termes d'application, on en a parlé, le plus grand, par sa remise en cause totale, fondamentale et conceptuelle de tous les paradigmes qu'on connaissait jusqu'ici, et en même temps, celle sur laquelle la France a sa plus grande chance. Donc il se trouve que la France a sa plus grande chance, sa carte à jouer la plus importante sur la technologie qui est sans doute la plus révolutionnaire de toute notre génération. Tu parles du fait de nos capacités de recherche, de chercheurs qu'on a créés, ou de capacité industrielle? Tout commence par la recherche. Là, je parle de l'état actuel, qui est en train de sortir de la recherche pour aller vers, on le disait en début, de l'ingénierie, l'industrie, puis le business. Donc on est encore là. Mais on est quand même dans une situation où, je vais dire, le trio de tête, sans faire de classement d'ailleurs, en termes de résultats technologiques, je ne parle pas que d'Alice et Bob, je parle du quantique français. C'est les Américains, les Français, les Chinois. Sans ordre particulier. On est
à des niveaux de technologie et Chacun de va faire compréhension une de la annonce, technologie. mais globalement... Alors, sauf les Chinois qui ne font pas beaucoup d'annonces, mais donc, ce que je Mais on dis sait est plus qu'ils avancent. de la suspicion, mais on sait que évidemment, ils investissent énormément dans cette technologie, puisqu'elle va conditionner une partie de leur avenir, y compris en termes de défense. Hein. On n'a pas parlé des applications dans le domaine de la défense, mais évidemment, la défense a énormément d'applications dans le calcul quantique. Donc, on a cette chance énorme que la France a. Je donne quelques exemples, mais c'est le fruit de notre école d'excellence mathématique et de physique fondamentale qui nous a un peu coûté sur la production en masse d'ingénieurs. On a toujours regardé un peu les Allemands en se disant que ça fonctionnait mieux chez eux, etc. Oui, mais ce haut du panier, si je puis dire, de Là, il va cerveau, servir. il sert. Il sert déjà. Si vous regardez tous les prix Nobel quantiques, dans le domaine, prix Nobel de physique, dans le domaine du quantique depuis 25 ans, vous avez chaque fois un Français. Serge Haroche en 2012, Alain Aspect en 2022, Michel Devoré en 2025, qui était là à la naissance d'Alice et Bob d'ailleurs, qui était conseil d'Alice et Bob à la naissance, John Martinis, qui a eu en même temps, qui est américain et aujourd'hui notre conseil. Donc, la France a une place très particulière. Je dis bien la France, plus que l'Europe, parce qu'on a en Europe cette richesse de start-up quantiques, de physiciens quantiques, qui est vraiment unique. Hein. Aucun autre pays européen n'a ça. Donc là, sur la partie recherche, on est au bon endroit. Exactement. Mais moi, ma question a été plus vaste, pardon. Bien sûr. Est-ce que tu as le sentiment, France et ou Europe, que ça y est, on a pris la mesure du fait que c'est l'avenir et donc il ne faut pas juste donner de l'argent à Alice et Bob, mais c'est toute une filière. Je sais pas, j'entends beaucoup notre ami Nicolas Dufour parler de filière industrielle. Tout à fait. Est-ce que la BPI travaille par exemple sur aussi les acteurs qui vous aideront demain à construire cet ordinateur et que tu te dis, ah bah tiens, quand je vais m'y mettre, je saurai à qui téléphoner, quoi. Non, mais la prise de conscience en France, elle est totale et elle est depuis, je dirais, 5 ans. Il y a eu l'annonce d'un grand plan quantique par le président de la République. Le président de la République, alors on est peut-être les seuls à le noter, mais le président de la République, ça fait 2 ans, à ses vœux du 31 décembre, il cite le mot quantique. Tous les Français sont avec leur verre de champagne à regarder le président de la République qui parle du quantique. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est dire à quel point que... J'en profite parce que quelqu'un qui est au cœur du truc, parce que souvent, on va entendre, oui, enfin, c'est des annonces. Il y a du concret. Il y a vraiment aujourd'hui dans les plans. Quand tu dis il y a un plan quantique, c'était pas juste une annonce au ministère. Non, il y a eu un plan quantique avec énormément d'argent, mais pas que de l'argent. Aujourd'hui, on est aidé comme jamais par, tu parlais Nicolas Dufour, la BPI et toutes ses équipes. On est... J'ai pas toujours été très positif sur toutes les aides publiques, etc. dans mon passé. Là, je dois dire, c'est exceptionnel. L'aide qu'on reçoit, sous toute forme, qui n'est pas que financière, qui est de la mise en relation, qui est du travail en collaboration. C'est exceptionnel. France 2030, avec Bruno Bonnel, l'aide qu'on a est absolument exceptionnelle. Toutes les administrations nous aident, y compris le ministère des Armées, qui est l'un de nos clients, qui est très proche des sujets quantiques, puisqu'il a compris très tôt. Notre Premier ministre, qui était ministre des Armées auparavant, était très affûté sur le sujet. Tout ce monde-là a compris très rapidement l'importance et la carte à jouer pour la France sur le calcul quantique. Donc, je n'ai aucune critique à formuler, honnêtement, et je le ferai avec plaisir. Mais moi, je ne cherche pas de la critique, au contraire, c'était super, on l'a pris en compte. Mais est-ce que alors ça, c'est au niveau européen, au niveau européen, dont le mot que tu as prononcé qui est clé, c'est filière, très important. C'est-à-dire qu'au niveau européen, il y a une prise de conscience. Le problème au niveau européen, c'est qu'entre la prise de conscience et les actes, donc on est aidé par le Fonds européen d'investissement, financièrement, mais il y a des discussions sur des dispositifs et des plans quantiques beaucoup plus ambitieux, tels que ça doit être, parce qu'on ne peut pas rater ça au niveau européen. Mais c'est vrai qu'il faudrait arriver à construire une filière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cette logique, ça c'est mon avis personnel, mais cette logique de champion, où on va avoir un champion dans chaque pays, où on va d'abord se faire la concurrence entre nous, même pas regarder ailleurs pour faire la concurrence aux Américains, mais la concurrence entre nous et s'autodétruire, il faudrait avoir une vraie logique de filière. Parce que quand je dis qu'on construit un ordinateur quantique, la réalité c'est que Alice et Bob construit la puce, on design la puce. Tu as besoin du reste. Exactement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fournit auprès de Finlandais qui fabriquent des cryostats. Je parlais de travailler à des températures très basses, mais des Finlandais qui sont exceptionnels. On a besoin d'électronique de contrôle. On a besoin d'avoir un ou des acteurs d'électronique de contrôle, c'est-à-dire pour contrôler, envoyer des requêtes à l'ordinateur au niveau européen. On a besoin d'avoir des acteurs excellents. Mais ces Il y en a un acteurs-là, qui est en train d'émerger, mais c'est encore un peu... Voilà. Donc il faut qu'on construise une filière où on est autour du cœur qui reste la puce, effectivement, où la France est, semble-t-il, de façon évidente en tête. Pas qu'avec Alice et Bob, je répète, il y a beaucoup de start-up, je peux les citer, Pascal, Candela, C12, Cobly. Voilà, on est un groupe de start-up exceptionnels, chacune sur une plateforme d'ailleurs technologique, ce qui est une autre force de la France. C'est-à-dire que chaque plateforme technologique dont j'ai parlé tout à l'heure est représentée par quelqu'un en France. il y en a bien qui va réussir, quoi. Voilà. Je te le souhaite. Donc, il y a ça, mais tout est ce qu'on appelle les technologies habilitantes, qui permettent de créer une filière, doivent se former en Europe pour qu'on ait une vraie continuité. Tu choisis très bien tes mots, mais donc on est d'accord, si tu dis doivent, c'est qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas sur tous les maillons de la chaîne. Parce que j'imagine que peut-être pour certains maillons, quand tu vas aller, aujourd'hui tu prends ton téléphone, tu regardes des industriels, tu dis écoutez, moi dans 5 ans j'aurai besoin de ça. Il y en a peut-être qui disent j'ai autre chose à faire, en ce moment je fabrique pour Nvidia ou je fabrique pour des trucs. T'as besoin peut-être, on a besoin de soutenir ces filières pour qu'elles puissent t'attendre, entre guillemets. Non, absolument, absolument. Et dans le temps, comme tu le disais, parce que pour avoir vraiment une chaîne, là je parle encore de vraie machine expérimentale, une chaîne industrielle opérationnelle. Il y a quand même beaucoup de questions qui vont se poser. Nous, on aimerait beaucoup, par exemple, que ASML se mette vraiment dans le quantique. Pour l'instant, ça ne doit pas être leur priorité, j'imagine. C'est pas leur priorité, parce que personne ne va gagner de l'argent avec le quantique pendant encore quelques années. Hein, c'est clair. Mais c'est un pari sur l'avenir qui est de plus en plus évident. Et là, aujourd'hui, l'équivalent BPI européen ne pousse pas encore assez pour ce genre de choses sur cette filière. Ça va y venir, on espère, on croise les doigts. Mais... je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent BPI européen, avec on la bien, puissance de la BPI et la compréhension de la BPI de tous ces sujets. On aimerait bien. Mais même s'il existait, il faudrait quand même coordonner encore beaucoup de pays. Donc, il y a les complexités européennes, etc. Mais et nous, en France, on peut créer cette filière sans les autres? Ça me paraît très compliqué. D'accord. Il y a des éléments qu'on ne saurait pas faire. C'est pas qu'on soit. C'est que je dirais, à un moment, la France est un monde fini, comme le monde d'ailleurs, et le nombre de technologies nécessaires sur lesquelles il faut être au top. Nous, on ne peut pas se permettre de travailler avec, je ne sais pas, des cryostats, par exemple, qui ne soient pas au top. Donc, il se trouve qu'on en a qui sont au top, qui sont en Finlande, très bien. L'électronique de contrôle, aujourd'hui, on ne travaille pas forcément toujours avec les Européens. Si on n'est pas vigilant, on ira fournir à Taïwan. On a besoin que le niveau... En Taïwan ou ailleurs. En tout cas, pour en Europe. Voilà. Et donc ça, il faut absolument qu'on évite. Aujourd'hui, on a un plan pour construire notre prochaine machine avec plus de 90% de composants Union européenne. Ce qui est bien. Enfin, normalement, on devrait viser à 100%. Bien sûr. Et quand je dis 90%, c'est quand même avec beaucoup de difficultés et avec des acteurs et des partenaires qui ont un bout de la chaîne qui ne sont pas encore au top. Voilà. Et donc, on essaie de tirer tout ce monde avec nos petits bras. Hein. Nous, on n'est pas encore une grande... Parce que tu dis, en tout cas, c'est qu'aussi bien les politiques que nos acteurs très impliqués, comme la BPI et associés, sont conscients de ce sujet, en tout cas. Pour cette filière à créer, il n'y a pas de problème. Oui, je pense que mon sujet, il n'est pas tant en France, où, encore une fois... Il y a ce qu'il faut. Voilà. Après, les ressources budgétaires sont ce qu'elles sont... et il y a un moment, il va falloir les concentrer sur quelques acteurs. Voilà, c'est vraiment l'Europe là aujourd'hui qu'il faut. Voilà, le sujet du jour, c'est de passer en Europe de la prise de conscience qui est réelle. Il y a d'autres sujets sur lesquels elle n'a pas été dans le passé. Là, elle est réelle. Au concret. Au concret, et surtout changer de paradigme. Arrêter avec la construction de champions européens, etc., qui est un truc très joli, mais qui est de la communication et qui vise à construire plein de champions dans tout un tas de pays européens qui vont qui vont se neutraliser, qui vont s'autodétruire. Construisons une vraie filière. Je répète, nous, on a besoin d'un champion de l'électronique de contrôle en Europe, par exemple. Un acteur hollandais, par exemple, qui est en train de monter, on espère que ça va être lui. Mais il faut, sur chaque composante de la chaîne, qu'on ait un pays qui monte, un acteur qui monte, pour pouvoir vraiment construire cette chaîne de production européenne autosuffisante pour les décennies qui viennent. Mais écoute, ça sera le mot de la fin. Un beau vœu pour 2026.
Et au-delà. Et au-delà, bon, enfin, on est en janvier 2026. Donc, Absolument. Élie, un énorme merci d'avoir pris ce temps pour Merci à toi. vulgariser ces sujets pas simples avec nous. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition des Interviews de l'Axel. Merci.